à tous, je suis Yves Couture de GMJ Phoenix, donc spécialisé dans la réglementation douanière. Donc nous avons organisé avec la SITL cette conférence sur l'import-export, le monde d'après sera-t-il le monde d'avant? Parce qu'il nous a semblé que cette crise a montré l'extrême fragilité d'une économie qui repose sur des chaînes de valeur internationalisées et une spécialisation très importante des économies. Et que pour prendre que l'exemple des masques, il a été très difficile pour la France de s'approvisionner, très difficile de produire en France. Et on a vu pendant cette crise une remise en cause sans précédent des fondements du commerce international, notamment le libre-échange et la concurrence. Et on a vu apparaître aussi des nouveaux concepts comme la relocalisation, la réindustrialisation, l'intervention de l'État, l'endettement. Voilà, donc on s'est posé la question de savoir quelles leçons on pouvait tirer de cette crise et puis est-ce qu'on pouvait esquisser ensemble des perspectives pour le monde d'après. Alors, pour répondre à ces questions, on a fait appel à des spécialistes. Donc, nous avons Monsieur Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes. On a Monsieur François Soulet de Brugière, qui est consultant expert maritime et administrateur de l'AUTF. On a Monsieur Olivier Thouard, qui est directeur douane de GEFCO et qui préside le groupe de travail Brexit au sein de TLF. Et enfin, on a parmi nous Jocelyne Studer-Laurence, qui est présidente du Centre de technique internationale et qui va donc animer avec nous cette conférence. Donc cette conférence, elle dure 60 minutes. On a 40 minutes de débat et 20 minutes qui seront réservées à vos questions-réponses. Voilà, donc pour commencer, je vais poser la première question à Monsieur de Boissieu. Monsieur de Boissieu, après le Covid-19, est-ce que la démondialisation est à l'ordre du jour? Bonjour à tous, merci Yves pour cette question facile, si je puis dire. Il y a des éléments de fragmentation en ce moment de l'économie mondiale. Alors ça a commencé avant le corona, mais à mon avis c'est accentué par le corona. Vous avez parlé de rupture dans les chaînes de production, d'approvisionnement. Alors, les facteurs de cette fragmentation de l'économie mondiale, c'est la guerre entre les États-Unis et la Chine, qui est loin d'être terminée. C'est le Brexit, qui rajoute une couche supplémentaire, je dirais, à la fragmentation. C'est le retour des frontières également, avec beaucoup moins de mobilité des personnes pour des raisons évidentes. Et je pense par exemple que le tourisme, même une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire, le tourisme ne retrouvera pas ses niveaux d'antan, il y aura moins de mobilité internationale. Donc nous sommes dans ce contexte. Le terme démondialisation est sans doute trop fort parce qu'il a l'air de dire qu'on va dérouler à l'envers le film qui se déroule sous nos yeux depuis 40 ans, et il y a des éléments de fragmentation. Alors concrètement, ça se traduit par un chiffre qui est tombé ce matin. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a dit voilà, au premier trimestre 2020, recul du commerce mondial en volume de 3%, moins 3%, et au deuxième trimestre, celui du confinement, recul de moins 18% du commerce mondial en volume. C'était pas arrivé depuis longtemps, c'est même la première fois d'après l'OMC qu'on a ces chiffres. Alors je voudrais terminer ma réponse sur cette première question en disant, je pense que malgré ces forces qui poussent à une certaine fragmentation de l'économie mondiale, il y a des facteurs qui vont contenir ce mouvement. J'en vois trois. Premièrement, les technologies. Les technologies, elles vont rester là et elles relient les hommes, les pays, etc. Internet, l'intelligence artificielle, blockchain. Donc les technologies vont maintenir la globalisation. Deuxièmement, les avantages de la division internationale du travail, à mon avis, ne vont pas être remis en cause malgré la qualité de la crise. Le troisième élément de stabilité, la finance va rester globalisée. Et vous avez vu que les mouvements internationaux de capitaux n'ont pas vraiment chuté au cours de cette crise. Donc je résume en disant que, à mon avis, il va y avoir un petit recul
de la mondialisation, certaines fragmentations, mais elle va rester là, la mondialisation, pour l'essentiel. Et plutôt que de chercher à détricoter la mondialisation, on faudrait plutôt tous chercher à tricoter une gouvernance, une vraie gouvernance pour l'économie mondiale. J'en ai fini avec votre première question. D'accord, je vous remercie. Alors, pour ce qui est des relocalisations dans le cadre de cette, on va dire, entre guillemets, démondialisation, on va aller jusqu'où et quels sont les avantages et les inconvénients de ces relocalisations? Bon, clairement, la crise du corona pousse un peu partout, et pas uniquement en France, à ce retour d'un certain nombre d'activités dans les frontières nationales, des activités qui étaient parties pour des raisons de coûts et de recherche de coûts plus faibles, qui étaient parties en Chine, en Inde, que sais-je, dans différents pays émergents. Derrière ce mouvement de relocalisation qui ne fait que commencer à mon avis, vous avez 2 ou 3 motivations. La première, c'est la volonté de chaque pays de recontrôler un peu son destin. Il y a une très forte demande de souveraineté, une très forte demande de contrôle, et donc ça se manifeste en France, quand on fait des sondages auprès des opinions publiques, mais je répète, c'est un phénomène mondial, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde, il y a un retour vers les frontières, à l'intérieur des frontières. Alors ça, c'est la première motivation. Il y a quand même 2 motivations, je ne dirais pas secondaires, mais supplémentaires. Premièrement, recréer des emplois sur le territoire national, avec cette idée d'ailleurs un peu fausse que les emplois étaient partis, qu'il y avait une sorte de jeu à somme nulle entre l'investissement direct étranger en Chine et ce qui se passe en France. Ça, c'est une vision, je dis un peu fausse, parce qu'elle est statique, elle n'est pas dynamique, et il faut raisonner en dynamique à travers le temps. À travers le temps, il n'y a pas de jeu à somme nulle. Entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe chez nous, il y a plutôt un jeu à somme positive. Alors, et puis, dernière motivation, importante pour la France, qui a un fort déficit commercial, essayer de réduire un peu le déficit en réduisant, j'allais dire, les importations. Les principales filières concernées par ce mouvement de relocalisation, vous l'avez dit, ça ne concerne pas toutes les activités, j'allais dire heureusement. La filière santé-médicaments, la filière des batteries, batteries électriques avec une coopération franco-allemande qui décide et qui va dépasser d'ailleurs le stade national par définition. Retour dans les frontières pour une partie de la filière agroalimentaire, essayer d'améliorer notre degré de suffisance alimentaire. Il y aura toujours des importations, il ne faut pas chercher non plus à devenir auto-centré, auto-suffisant, ça n'aurait pas de sens. Et puis la filière du numérique, alors c'est le débat sur les GAFA européennes, les GAFA françaises, ça n'a pas de sens à mon avis. Ça peut être européen ou trans-européen, des GAFA qui feraient concurrence avec les Chinois, les Américains, etc. Mais derrière ce monde de relocalisation, il y a quand même des limites, à mon avis, qui vont intervenir assez vite. Premièrement, on va se rendre compte que, y compris en France, même si ce pays n'aime pas beaucoup l'économie de marché, on va se rendre compte en France que ça serait suicidaire de perdre les avantages de la division internationale du travail. On ne peut pas tout faire, tout fabriquer sur le territoire français. Deuxième limite, à court terme, les relocalisations vont avoir quelques petits inconvénients. Des hausses de prix dans certains secteurs, parce que si on est parti là-bas, c'est que ça coûtait moins cher. Si on revient ici, ça va coûter plus cher à court terme, avec des problèmes de hausse de prix et de perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs à court terme. Et donc ça, il ne faut pas raconter d'histoire. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients derrière ce phénomène. Je n'entends plus. Je n'entends plus. On ne nous entend pas. Je disais, excusez-moi, dans ce monde d'après, sur quoi va se jouer la compétitivité des entreprises? Je vais conclure en 2 minutes en disant qu'il va y avoir à la fois pour définir, déterminer la compétitivité d'une boîte, d'une entreprise, quel que soit le secteur, il y a des facteurs traditionnels qui s'appellent la compétitivité prix et puis les éléments de compétitivité au prix. Sur la compétitivité prix, c'est le problème des salaires en relation avec la compétitivité ou les compétitivité. Je ne vais pas parler des taux de change. Moi, je pense que dans cette période Corona, post-Corona, ça va être très compliqué, encore plus compliqué que d'habitude, de faire des prévisions sur la parité euro contre dollar. On pourra en reparler dans le débat si vous le souhaitez, parce que je peux avoir des éléments en tête, mais je n'ai pas de conclusion. C'est très difficile à déterminer. Et puis, je pense qu'il y a des éléments nouveaux qui vont venir se rajouter aux éléments traditionnels
traditionnelle de la compétitivité. C'était vrai avant le corona, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que les performances d'une entreprise aujourd'hui dans tous les secteurs, ça va aussi se juger et se jauger à l'aune de la capacité de cette entreprise de respecter les nouveaux critères qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance. Le retour de l'écologie, enfin, elle est jamais partie, plutôt l'affirmation de l'écologie dans cette période post-corona me paraît assez incontournable. Et je ne dis pas ça à cause de la convention climat qui a présenté ce février, je dis ça parce que je le pense. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous entends pas. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur de Boissieu. Monsieur Soulet de Brugière, quel constat les chargeurs font-ils aujourd'hui? Quelles leçons tirent-ils de la crise que l'on a traversée? Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Bon, alors, je vous dis, les leçons, il y en a plusieurs, il y en a des positives, il y en a moins, évidemment, il y en a qui sont moins positives. La première, c'est que la logistique a tenu sa place. C'est-à-dire que on s'aperçoit que malgré les perturbations connues du fait d'une offre moins importante que d'habitude, de retour pas assuré par rapport à des allées, etc., la logistique a quand même rempli son rôle. Et ça, c'est quand même à montrer. Et d'ailleurs, les médias l'ont reconnu assez largement. Le deuxième constat, c'est que une chaîne logistique, elle n'est jamais unique, elle est toujours double. C'est-à-dire que s'il y a un aller, il faut un retour. Et que s'il n'y a pas de retour, eh bien l'aller lui-même devient défaillant. Si je prends par exemple le début de la pandémie, c'est la Chine qui a commencé à fermer ses usines. Et en fermant ses usines, eh bien évidemment, elle n'envoyait plus de containers vers l'Europe. Et donc, très vite, le temps des transports, c'est-à-dire une trentaine de jours, on s'est aperçu qu'il manquait des containers sur l'Europe. Et le premier type de container qui a beaucoup manqué au départ, ce sont les containers frigo. Il n'y avait plus de frigo en Europe pour expédier les marchandises sous température dirigée vers le reste du monde. Le troisième constat, mais ça on le fait chez nous depuis longtemps, c'est que zéro papier plus zéro stock, ça fait zéro profit. Et que la baisse drastique du coût de l'argent devrait permettre aux gens de réfléchir différemment sur l'état de leur stock, et que vouloir baisser absolument les stocks à zéro, autant ça a du sens quand l'argent est à 15%, autant ça a beaucoup moins de sens quand il est à 2%. Et alors, ceci dit, ce n'est pas un constat mondial. L'argent n'a pas baissé dans ces proportions-là partout dans le monde. Mais dans les pays où ça a baissé de cette façon, en particulier en Europe, ce sont des réflexions qu'on peut mener. Ensuite, on voit bien aussi que les opérateurs de transport, que ce soit les compagnies maritimes, aériennes ou les transitaires, ils ont évidemment, dans ce contexte de pénurie, si on peut dire, ils ont d'abord servi leurs clients avant de servir les usagers. J'entends par là qu'ils se sont d'abord mis en quatre pour servir leurs clients, c'est-à-dire ceux qui leur achètent du fret, plutôt que servir ceux qui reçoivent des marchandises sans s'occuper de la logistique. Voilà, c'est quatre constats que l'on rencontre assez facilement. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde après-demain, on va avoir une redistribution des flux au niveau mondial? Alors, moi, je pense que pour avoir entendu très souvent des discours, ça va revenir, ils peuvent que revenir, les conditions sont telles que la relocalisation est bonne, je crois que la relocalisation, elle ne sera ni massive ni rapide. Probablement, si l'État, en particulier d'ailleurs, si l'État veut maintenir des secteurs stratégiques en France, et donc faire de la relocalisation, par exemple, on parlait des médicaments, bon, les batteries, c'est pas de la relocalisation, enfin c'est, voilà, il va falloir le payer. Et ça a un coût. Et le discours qu'on entend maintenant, ça me rappelle ce qu'on entendait il y a 10-15 ans à propos du bio dans les magasins. Tout le monde voulait du bio, mais à condition que ça soit au prix du pas bio. Ben là, c'est pareil. Et quand vous regardez ce qui s'est passé pour les masques, si tant est que ça soit vrai, hein, parce que moi je n'ai pas vérifié la chose, quand on voit qu'on a fait toute une histoire pour que des masques français soient faits en France, etc.,
et que le premier gros marché que fait l'État, il le passe au Vietnam, on se dit que la relocalisation, de ce point de vue-là, elle n'est pas pour demain. Deuxième élément, c'est que si le coût du transport est corrélé effectivement au coût du pétrole, ce qui est logique, puisque les bateaux et les avions utilisent beaucoup de pétrole pour se déplacer, le prix du transport, lui, n'est pas corrélé au coût du transport. Autrement dit, le transport se vend comme sur une bourse, il y a une offre et une demande qui est assez peu corrélée au pétrole. Et on le voit parce que, par exemple, en ce moment, le pétrole a énormément baissé, et finalement, les prix n'ont pas tant baissé que ça. Mais quand le pétrole monte, ce n'est pas pour autant que les prix remontent aussi vite. Bien sûr, les compagnies font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de remonter les prix à ce moment-là, mais ce n'est pas aussi net que ça. Et quand on regarde, encore une fois, le coût du pétrole aujourd'hui, on nous annonçait des relocalisations parce qu'à $200 le baril, machin truc, et on est à 25-30 $ le baril. Donc, la réalité ne corrèle pas les propositions qui sont faites régulièrement dans ce sens. Pour vous donner un exemple, un transport par mer de Chine en Europe, ça coûte moins cher qu'un transport par route du Havre à Strasbourg. Et donc une relocalisation sur base de coûts, en particulier de coûts logistiques, me paraît très, très aléatoire. Et puis, quand on voit encore une fois les impératifs qui vont devenir encore plus prégnants qu'avant, c'est-à-dire un problème de coût, toute la pandémie coûte extrêmement cher, évidemment. Les entreprises ont cherché à faire des économies partout, et il me semble qu'une des économies qu'ils feront, ce seront des économies de coût d'achat, et les économies de coût d'achat, ça se fait dans les pays où le salaire est bas. Voilà. Merci bien. Et quels enseignements concrets et réalistes vous tirez de cette crise? Alors, le premier enseignement, c'est que d'abord, il faut savoir de quoi on parle. On a tendance à très fortement généraliser, et quand on généralise, forcément, on est dans le faux. Il y a des secteurs qui marchent très bien, il y a des secteurs qui sont très à la peine, et entre les deux, il y a des secteurs qui vont s'en sortir, mais enfin pas avec difficulté. Donc, pour pouvoir, du point de vue logistique, améliorer ces choses, les entreprises sont en train de se dire que ça serait pas mal de mieux maîtriser leurs flux pour les piloter. Quand on voit comment ça se passe aux Pays-Bas et en Belgique, qui sont des commerçants internationaux hors pair, ces commerçants-là essayent systématiquement de maîtriser leur logistique pour faire une offre complète et savoir où vont leurs marchandises et d'où elles arrivent. En France, malheureusement pour l'instant encore, beaucoup trop d'entreprises considèrent qu'une vente départ, c'est se simplifier la vie, et qu'un achat rendu, c'est également se simplifier la vie. Moralité, comme on n'a pas de prise sur la chaîne logistique, forcément on n'est pas les mieux servis quand les choses se passent. Voilà. D'autre part, je pense que les techniques digitales qui se mettent en place, traitement des big data, etc., vont permettre une optimisation des réseaux de distribution, et donc, de ce point de vue-là, une baisse, par exemple, des stocks, des temps de transit, des besoins aussi, qui sont souvent mal connus, mais ça ne pourra se faire que si on a une sécurité dans la chaîne de distribution, une sécurité digitale beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui. On voit bien le poids qui devient énorme des cyberattaques, et c'est très bien de relocaliser le flux, mais si votre concurrent a accès à toutes vos données, on aurait aussi bien fait de laisser le flux ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'un des problèmes principaux qu'on va rencontrer, c'est qu'il va falloir qu'on fasse les efforts nécessaires pour contrer des cyberattaques qui deviennent de plus en plus ciblées, de plus en plus pénétrantes. Alors, je suis conscient, en France, il y a l'ANSSI, par exemple, et d'autres organisations qui travaillent là-dessus. Donc, je ne dis pas qu'on ne fait rien, qu'on est mauvais, qu'on n'est pas bon. Mais je dis que le problème devient très, très prégnant, en particulier pour des entreprises petites et moyennes qui n'ont pas nécessairement l'argent nécessaire pour mener des campagnes de sécurisation de leurs données. Or, demain, le principal, si je peux dire ça comme ça, ce ne sera pas la marchandise, ce sera la donnée sur la marchandise. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci bien. Monsieur Thouard, alors pendant cette crise, de nombreuses entreprises de logistique ont dû se transformer.
comment ont-elles vécu cette période et quelles en sont, d'après vous, les conséquences à moyen terme? On ne vous entend pas. Utilise le micro. Allô, allô. Ah, Ah, non. Gesto ferait-il l'objet d'une cyberattaque? Monsieur Soulet de Brugière, est-ce que vous pourriez couper votre micro parce qu'il y a un bruit de ventilateur, un bruit de fond? Chez moi, un bruit de ventilateur? Ben, Oui. j'aimerais bien. Alors, on va voir. Un bruit de fond, je ne sais pas ce que c'est, mais Alors, bougez pas. Et comment je coupe mon ventilateur, moi, là-dessus? juste à droite du chronomètre, vous avez un petit bouton micro. Si vous pouvez cliquer dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous laisse reprendre, Yves. Olivier, on ne vous entend pas? Vous avez un souci avec votre micro? Yves, Oui. présentation, j'en sais rien. Bon, Jocelyne, on va voir, bon, en tant que président du CTI, vous, comment voyez-vous l'après-Covid-19 pour les hommes et les femmes salariés dans le secteur de l'import-export? Jocelyne? Mon micro. Ah, Jocelyne, ça y est. Donc, pardon, j'avais coupé le micro. Donc, tout d'abord, en préambule, je voudrais dire que cette expérience du confinement que tout le monde a connue a apporté une expérience forte du travail à distance pour tous les salariés, avec d'ailleurs de bons ou moins bons résultats. Et aujourd'hui, on en voit certaines conséquences lourdes. Et certains ont pu aussi mesurer, pour ceux qui n'en avaient pas l'habitude, que le travail à distance, mon Dieu, chez soi, en utilisant le PC, la visioconférence, webinaire, etc., nécessite non seulement une bonne dose d'énergie et de capacité à se concentrer, mais aussi de multiples sollicitations auxquelles il faut répondre, dont celle de la famille. Et cette gestion très délicate a permis de mesurer la capacité de chacun face à ses compétences exercées, spécifiques, qu'il va falloir conforter d'ailleurs, puisque aujourd'hui, la suite Covid, point d'interrogation, la suite aussi de nouvelles pandémies éventuelles, point d'interrogation. Donc, ce qui veut dire que cette expérience vécue a fait que les salariés aujourd'hui ont acquis l'expérience du travail à distance pour beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui travaillent à l'import-export, en tout cas ceux qui sont dans les affaires. Et ces soft skills aujourd'hui vont de pair avec la communication de l'entreprise, qui fait qu'aujourd'hui, la formation professionnelle qui va monter en compétences les salariés, comme les autres étudiants par exemple, les autres personnes qui seront concernées par les recrutements, de façon à devenir plus compétentes sur l'aspect digital, que ce soit marketing digital, e-commerce, réseaux sociaux, etc. Puisque ça fait partie de notre environnement. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui avec SITL digital. Bon, il est clair qu'il faut communiquer dans cette voie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va en être pour l'après de ces 3 mois? Est-ce que le télétravail va rester seulement le cas dans les futurs aléas pandémiques? Point d'interrogation. En tout cas, notre transition écologique et numérique, aujourd'hui, que tout le monde d'ailleurs appelle de ses voeux, pour éviter le réchauffement climatique et éviter aussi de dépenser du temps là où on n'en a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin de ça, de transformer aussi les compétences des hommes et des femmes qui composent ces entreprises.
Alors aujourd'hui, il faut souligner qu'on ne saurait trop conseiller aux salariés, d'autant que l'après-Covid va revoir des restructurations d'entreprises, peut-être d'ailleurs des périodes aussi de transition en termes de chômage. Il veut dire qu'aujourd'hui, il faut se former. Et il faut se former à devenir de plus en plus agile, de plus en plus ouvert et de plus en plus apte à utiliser tous les outils digitaux, quels qu'ils soient. Et cette compétence des salariés et des futurs salariés est essentielle et va renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Il semble d'ailleurs qu'en termes de résultats, nous ne soyons pas en France les meilleurs de l'OCDE. Alors dans nos activités import-export, évidemment, pour ces nouvelles fonctions, les nouvelles compétences, tout à l'heure, vous êtes des experts en douane, en logistique. Donc, on voit très bien apparaître aussi tout un mouvement sur des demandes fortes en douane notamment, et des demandes aussi en formation en langue, parce que qui dit communication à distance nécessite une excellente maîtrise de l'oral. Et l'oral à distance, c'est compliqué. Alors, comment et à quel prix ? Des salariés aujourd'hui peuvent très bien utiliser des financements Transition Pro par exemple, mais aussi peuvent très bien utiliser leur CPF, compte personnel formation, que beaucoup oublient d'utiliser. Alors évidemment, il faut bien vérifier que ça suffit parce que 500-800 € par an, ce n'est pas suffisant. Il faut à ce moment-là se tourner vers un cofinancement pour les formations qui coûtent souvent plus cher. Maintenant, attention, vous n'aurez ces financements que si ces formations sont certifiées par France Compétences, donc titre certifié RNCP ou appartenant au répertoire spécifique. Donc là, c'est quelque chose où les CQP développés par les branches professionnelles. Donc nous ne saurions trop conseiller aux salariés aujourd'hui pour le monde d'après de repartir dans la transformation de leurs compétences grâce à ces outils. Et qu'en est-il des apprentis, des étudiants qui souhaitent entrer dans les métiers de l'import-export ? Est-ce que vous pensez que les métiers liés à l'import-export vont être toujours aussi attractifs ? Et on l'a vu tout à l'heure avec nos intervenants. Clairement, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, l'import-export, l'international vont continuer d'exister, c'est une évidence, puisque nos intérêts sont complètement liés. On le voit bien dans les chaînes de valeur des entreprises, on le voit bien dans la supply chain. Donc, on ne peut pas penser que les choses vont s'arrêter, parce que là, on serait dans une crise vraiment très forte. En revanche, qu'est-ce qui change ? Eh oui, nos étudiants, ils ont bien vu. Tout à l'heure, vous l'avez dit, M. de Boissieu l'a dit, la fermeture des frontières, les restrictions dans les déplacements, tous ces messages qui sont anti-mondialisation et qui sont constants font que les choses vont évoluer. Alors, nos étudiants s'en rendent bien compte, les apprentis aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas aller vers l'import-export et l'international. Ça veut dire qu'il va falloir aussi prouver que ça fonctionne et prouver qu'en les formant à ces métiers, on va pouvoir leur offrir des opportunités de travail. Mais l'essentiel aussi, c'est de former aux compétences à la fois sur la France et aussi sur l'Union européenne, parce que la plupart de nos marchés, alors évidemment, on ne parle plus de douane en Union européenne, mais enfin, on parle de marché intérieur, on parle quand même, pour certains, quand on fait des biens à double usage, par exemple, on sait ce que ça peut signifier parfois et on sait aussi que, on a des contraintes. Donc, ça veut dire s'ouvrir aussi à tout ce qui est notre environnement immédiat, qui est celui de l'Union européenne. De toute façon, nos étudiants aujourd'hui sont très habitués à utiliser la digitalisation. Donc, pour eux, ça va être quelque chose de naturel de pouvoir continuer dans cette voie. Nota bene, notre commerce international a un excellent outil dans cette dématérialisation qui fait que la plupart des personnes qui négocient aujourd'hui le font de manière, comme vous et nous aujourd'hui, en visioconférence ou en téléphone tout simplement. Les contrats sont signés aujourd'hui à distance dans le monde entier et grâce à des nouvelles technologies qui permettent d'ailleurs de lutter contre la cybersécurité, si on pense à toute l'organisation de la blockchain qui permet d'avoir un meilleur traçage d'ailleurs en logistique des marchandises, mais qui permet aussi une sécurisation des paiements internationaux. Alors évidemment tout ça, ça doit encore évoluer technologiquement,
Sans oublier les smart contracts, qui sont des contrats qu'on va pouvoir cadrer quand ce sont bien sûr des contrats plus simples que des gros contrats d'ingénierie. Mais au moins, ça peut être traité comme ça. Alors évidemment, ne pas oublier que cette blockchain consomme énormément d'énergie, puisque l'ensemble des centres de traitement de données, d'ailleurs, vont dans le nord, Finlande notamment, pour pouvoir utiliser le fait que la consommation d'énergie et le froid permet de diminuer et de rafraîchir en tout cas ces centres de traitement de données. Il n'empêche que ça fait partie des enjeux qu'il va falloir traiter aujourd'hui. Dernier point, nos étudiants, quand ils voient tout à l'heure, vous avez parlé du nationalisme, ou en tout cas d'un renfermement sur nos propres nations, nos propres pays. Il est clair que quand on a des messages de nos dirigeants politiques, enfin quand je dis nos, des dirigeants politiques américains notamment, mais pas uniquement, sur la critique de l'internationalisation, la critique des institutions internationales, de l'OMC notamment, ça devient très difficile puisqu'on a l'impression que c'est en train de s'effriter. Alors certes, ça peut s'effriter, mais ça continue quand même d'exister. Donc les professionnels ont intérêt à ce que ça continue d'exister, et ce qui veut dire qu'il faut bien sûr passer le message dans ce sens-là. Alors maintenant, un apprenti, un étudiant, qu'est-ce qu'il fait pour vivre? Alors un étudiant, bon, c'est compliqué. Un apprenti, un contrat pro, ça l'est moins parce que récemment, les entreprises peuvent bénéficier d'une aide notamment de l'État qui permet pour les apprentis d'avoir quelque chose d'intéressant, pratiquement 1 an d'apprenti pour un majeur, sans trop de problèmes. C'est financé 8 000 € par l'État, à condition d'avoir plus de 18 ans et à condition de préparer un titre, un diplôme jusqu'à la licence professionnelle. Voilà, un niveau 6, France Compétences RNCP, Bac plus 3. Voilà, donc ça peut être intéressant pour nos jeunes. Et ça veut dire qu'il faut les motiver dans ce sens-là. Et Josy, dans ce qui concerne la formation export, est-ce qu'il y a des changements qui se profilent, des évolutions qui se profilent dans le monde de demain? Alors, dans les compétences, elles restent les mêmes. Je ne vais pas, devant nos experts douane, experts, bon, vous savez très bien, aujourd'hui, on continue sur les techniques internationales qui sont essentielles. Vous avez bien vu qu'en termes de douane, les choses changent très vite, avec ces allers-retours constants, avec ces ouvertures-fermetures, avec ces changements, donc ce qui devient compliqué. Mais on a des outils de dématérialisation de plus en plus. Donc ça fait partie des obligatoires, des techniques internationales, bon, les incoterms, les paiements internationaux, ça fait partie des essentiels. Maintenant, il est vrai aussi que du côté des formations, nos formateurs doivent se mettre aussi aux techniques de visio, parce que j'ai beaucoup utilisé la visio pour les cours, pour les interventions, les conférences, etc., bon, pour des séminaires entreprises aussi. Je peux vous assurer que tous les outils ne sont pas hyper performants, notamment quand il s'agit de pouvoir mieux communiquer avec un ensemble d'intervenants qui sont une dizaine, une trentaine. Voilà, il manque ce petit plus qui aujourd'hui doit être très développé pour développer une meilleure convivialité. Et puis aussi développer mieux partout sur la France le haut débit, mais ça c'est un vœu aujourd'hui qui devrait pouvoir trouver des solutions. Mais voilà. Donc ça veut dire que ces formations export-import doivent se concentrer sur les techniques et les évolutions des compétences techniques, mais aussi les formateurs qui doivent se mettre aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne forme plus de la même manière et je constate qu'il y a encore un pas à faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va développer le moins de déplacements, moins de CO2. Pourquoi est-ce qu'on déplacerait du temps alors qu'on peut le faire là, devant tout le monde, en répondant à des questions? Maintenant, le contact physique est important, mais il n'est pas l'essentiel. Ça ne doit pas représenter 100% d'une formation. Alors donc, en conclusion, nous sommes sur la voie de cette transformation des entreprises et des compétences numériques, digitales, linguistiques, ne jamais les oublier, et professionnelles. Et le développement des entreprises à l'international sont à ce prix, mais la montée des compétences des salariés aussi, et des jeunes étudiants et des personnes en reconversion aussi. Donc il ne faut surtout pas, mais ça c'est un vœu, que la formation à distance soit une solution d'urgence à des pandémies. Il faut qu'il y ait vraiment une construction
et une interaction entre formateurs apprenants avec cet outil. Merci beaucoup. C'est bon, merci. C'est bon? Monsieur Touard, est-ce qu'on vous entend? Ah, on vous entend toujours pas? Bon, ben, écoutez, faites-nous signe si vous arrivez à vous connecter avec votre micro. Je vous propose, en attendant, de passer aux questions qu'ont posées les internautes. Alors, Monsieur de Boissieu, parmi les questions qu'on a reçues, on a cette question de savoir si l'économie, on nous a dit notre business model, est-ce qu'il est adapté pour accepter une relocalisation avec une hausse de coûts induits? Monsieur Soulet-Brougière, tout à l'heure, est revenu sur les relocalisations en disant que ça n'allait pas très loin. On est bien d'accord, cher ami, c'est ce que j'ai dit. Hein. On pourrait être en contradiction, mais il se trouve qu'on ne l'est pas. Il se trouve qu'on ne l'est pas parce que j'ai dit, il y a des filières très particulières dans lesquelles ça va se faire. Regardez la visite du président Macron chez Sanofi l'autre jour. Ce n'est pas par hasard qu'il est allé chez Sanofi. C'est dans l'optique du contrôle d'une partie de cette filière. Et je pense qu'on ne pourra pas contrôler 100% de la filière. C'est-à-dire la décomposition internationale des processus de production va continuer à jouer, qui est la forme moderne de la division internationale du travail. Alors, vous me dites, est-ce que si on relocalise certaines activités en France, est-ce que ça va changer le business model? Ça va avoir des conséquences, je l'espère, positives pour l'emploi à court terme et des conséquences négatives pour les prix. Et donc, la manière de fabriquer la rentabilité des entreprises concernées va être différente. C'est là le business model. Comment est-ce qu'on fabrique de la performance et comment se comparent en quelque sorte les coûts et les revenus pour l'entreprise? Moi, je pense, pour revenir sur notre débat, je pense que ce mouvement de relocalisation, il n'ira pas très loin, on est bien d'accord, et je pense qu'une partie va se faire au niveau européen. Le débat, la recherche du contrôle ou de la souveraineté, c'est le débat souveraineté nationale versus souveraineté européenne. Je pense que dans beaucoup de secteurs, dans chaque pays, il n'y a pas la taille critique pour profiter des économies d'échelle et être compétitif. Et donc, il faut se situer au niveau européen. Je prenais l'exemple des batteries pour les voitures électriques. On va relancer ou lancer une coopération franco-allemande, parce que même si dans le plan automobile de M. Macron et du gouvernement, il y a des choses qui sont dites sur la promotion de la voiture électrique, la France ne va pas se mettre toute seule à fabriquer des batteries qui vont coûter X fois plus cher que quand on les importe de Chine ou d'Inde. Donc, voilà ce que je veux dire par là. Et pour terminer ma réponse à votre question, je pense que le business model et les contraintes du business model, ça va être un frein au phénomène, un frein utile au phénomène de relocalisation. Et on ne peut pas chercher à contrôler les filières, même dans les secteurs dont on a parlé. Il y a une question sur l'Afrique, j'ai vu. Je peux en dire un mot et après je me tais, si vous voulez. Mais sur donc, je dis ça parce que je travaille en tant qu'économiste, je travaille pas mal sur les pays africains. Il n'est plus là, notre ami ici, il est là. Et quand le Covid est arrivé, j'étais extrêmement inquiet sur l'Afrique. Parce que faire du confinement en Afrique, c'est pas évident, hein, pour des raisons culturelles, etc. Bon, quand je regarde ce qui se passe au Maroc ou en Tunisie, pour prendre ces deux pays du Maghreb, ils ont plutôt bien géré tout ça. Officiellement, moi je prends les chiffres officiels, il y a eu relativement peu de pertes humaines, tant mieux pour eux, relativement beaucoup moins que chez nous. Ils ont fait un confinement précoce, ils avaient des masques. Au Maroc, par exemple, ils ont rendu les masques obligatoires beaucoup plus tôt que chez nous et de manière beaucoup plus générale. Mais pour revenir sur la question qui est posée dans la liste des questions que je vois à droite de mon écran, il est clair que l'Afrique est dans le Covid, même si, heureusement pour eux et pour elles, il y a moins de décès. Mais malheureusement, ce n'est pas terminé. Ils sont un peu en retard par rapport au cycle du Covid. Ils sont arrivés dans le Covid après nous. Et nous, on y est arrivés après la Chine. Donc, il y a des décalages dans les cycles. Avant de parler éventuellement de deuxième vague qu'il faudrait vraiment éviter, mais je suis inquiet des nouvelles de ce matin
sur le cas de l'Allemagne, le reconfinement local en Allemagne me paraît vraiment une très mauvaise nouvelle, non seulement pour l'Allemagne, mais pour nous en France, sans parler de reconfinement en Chine. Donc, je dis simplement, pour revenir sur la question de notre participant, il est clair que le Covid a eu des conséquences très importantes sur les relations commerciales a déjà des conséquences importantes sur les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique. Il n'y a plus de vols. Je ne peux pas aller à Casablanca aujourd'hui et réciproquement. Les frontières restent fermées. Pendant le confinement, les Marocains, les Tunisiens, ils ont moins consommé. Il y a eu de l'épargne forcée, comme chez nous en France. Le confinement, ça veut dire moins de consommation. Donc, à court terme, ça veut dire moins d'importation. Parce qu'une partie de la consommation marocaine ou tunisienne, elle est importée. Importée d'Europe. Ces pays-là font 60% de leur commerce extérieur avec l'Union européenne. Je parle des 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc, la réponse est oui, et je pense que ces conséquences sont loin d'être terminées sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. On vous entend plus. Non. Oui, Monsieur Soulet-Brugère, je vous disais, on a eu comme question par les internautes de savoir si dans l'après-Covid, le développement durable, l'articulation entre les hommes, la planète, tout ça va changer. Est-ce que cette évolution, d'après vous, ça va être quelque chose qui va être très important dans le lendemain de cette crise? Je crois que ça fait maintenant un moment quand même qu'au niveau logistique, je parle en logistique, on s'intéresse au développement durable, à la décarbonation des flux, etc. Bon. Est-ce que le Covid va accélérer cette affaire-là? J'en suis pas absolument certain parce qu'il faut bien être conscient qu'accélérer, ça veut dire aussi coûter plus cher. Et juste après le Covid, je ne crois pas que le premier critère sera de laisser tomber les questions d'argent. Voilà. Donc, je pense qu'on va continuer sur les schémas actuels. Regardez ce qui se passe pour le transport maritime. On n'a pas arrêté la désulfuration des carburants, par exemple, au contraire. Hein. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui vont continuer et qui vont continuer dans le bon sens. Voilà. Donc, moi, je suis assez positif sur ces aspects-là. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec M. de Boissieu quand il dit aussi que pour qu'on puisse relocaliser et refaire les choses, il faut qu'on arrive à des marchés qui est quand même la taille critique. Et moi, je suis un peu fâché quand je vois le myopisme libéral de la Commission européenne. Quand vous voyez, par exemple, que la Commission européenne fait la moue en ce moment à propos du rapprochement entre Fincantieri et les chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, c'est gentil. Mais dans le même temps, les Chinois, ils viennent de fusionner leurs 2 plus gros chantiers. Alors que déjà, un seul chantier, c'était 3 fois les nôtres. Voyez. Donc c'est très bien de se regarder le nombril en disant « Ah, il faut qu'on garde des petites entreprises sympathiques », mais derrière, il faut pouvoir travailler sur le marché mondial. Parce que notre marché n'est plus suffisant. Beaucoup de produits, aujourd'hui, nécessitent des développements si chers qu'on ne peut pas envisager de les amortir sur les seuls marchés français, bien sûr, et européens. Voilà. Est-ce que je peux dire un mot Oui, je vous en prie. Pour continuer. Si Claudine me permet de dire un mot, là. Merci. On va forcément vers une évolution de la politique européenne de la concurrence. En tout cas, je l'espère, où le sujet, ça sera la activité de nos entreprises, et ça sera un peu moins la protection des consommateurs. Depuis 20 ans, Bruxelles a privilégié la protection des consommateurs et, comme vous l'avez rappelé, a interdit des fusions. Je pense à Legrand Schneider il y a 20 ans, et puis les bourses, et puis etc. Thierry Breton, l'autre jour, a dit, et je suis d'accord avec lui, il a dit il faut que l'Europe arrête d'être naïve en matière de compétitivité et de concurrence, naïve par rapport aux Chinois, par rapport aux Américains. Donc, je pense qu'un des sujets de Bruxelles, dans les 12 mois qui viennent, c'est de faire évoluer la politique européenne de la concurrence pour autoriser des fusions que jusqu'à présent ont bloquées. Voilà ce que je pense. Et bien, voilà une excellente nouvelle. Hein? Je le pense. Merci beaucoup.
Monsieur Touard, est-ce qu'on vous entend? Alors, a priori, je suis revenu. Ah, super. Bon, bah, formidable. Désolé, Alors, petit souci technique. je vous en prie. De nombreuses entreprises logistiques ont dû se transformer pendant la crise. Et je voulais savoir comment elles ont vécu cette période et d'après vous, quelles sont leurs perspectives aujourd'hui? Alors, bon, Monsieur Soulet de Bruguière a déjà un peu évoqué le sujet concernant les entreprises et la logistique. Mais si on rentre un peu dans le détail sur la période de confinement, nos entreprises de logistique ont vécu une période très complexe et surtout très mouvante, qui a nécessité de notre côté, au niveau de la fédération, il y avait une réunion de conseil d'administration tous les jours pour évaluer les nouvelles réglementations, les nouvelles évolutions. Voilà. Et tout au moins le premier mois et demi, ça a été quand même très complexe. On a eu une période avec des décalages d'application de nouveaux règlements. On a eu des informations donc quotidiennes sur les nouvelles réglementations. Par exemple, un exemple de réglementation qui paraît toute bête parce qu'on était au niveau national, mais quand on a réglementé sur la circulation avec les petites feuilles qu'on remplissait pour les autorisations de sortie, pour être très concret, un chauffeur qui partait de Pologne et qui allait en Espagne, il devait respecter chaque réglementation de chaque pays traversé. Et donc en France, à un moment donné, il avait 3 feuilles. C'est juste pour être très concret. Il avait celle pour passer la frontière, celle de son employeur pour avoir le droit de travailler et la sienne pour avoir le droit d'aller faire une pause et d'aller acheter à déjeuner. Donc c'est juste pour dire que ça a été quand même vécu de manière très compliquée par l'ensemble de la profession, même si tout le monde a fait face. Hein. Il y a également tout ce qui va être télétravail qui a déjà été évoqué. Évidemment, il y a eu une accélération très forte de la digitalisation. Il se trouve qu'en France, il y avait eu des lois sur la digitalisation et sur le télétravail il y a un an, donc, qui était passé. Donc ça a fortement évidemment aidé. Ça a favorisé les entreprises qui étaient prêtes. Et clairement, on a aussi été favorisé par les administrations qui elles-mêmes nous ont donné des facilitations pour éviter d'aller se déplacer au bureau de douane, pour voilà, avoir le droit de stocker des marchandises sous douane dans des sites qui n'étaient peut-être pas totalement agréés tels qu'il aurait dû l'être. Donc il y a eu tout un tas de, alors dans le cadre de règles hein, évidemment, mais il y a eu tout un tas de facilitations qui nous ont permis tout simplement d'aider les entreprises. Parce que quand on parlait tout à l'heure des conteneurs qui manquaient, le problème c'est que nous on avait des marchandises en trop dans nos entrepôts et qui ne sortaient plus. Parce qu'en fait, on recevait les conteneurs et les entreprises avaient fermé. Hein, c'était un cas, une vraie problématique. C'est pour ça que la douane nous a autorisé à stocker dans des zones déportées. Alors, une fois qu'on voit tous ces sujets, il y a aussi les reports d'échéance hein, en termes de droits et taxes de la part de différentes administrations. Donc ça, il y a beaucoup de facilitations et il faut le dire, le gouvernement français a vraiment mis en place beaucoup de tout ce qu'ils ont pu en fait pour aider les entreprises de logistique. Et la question c'est après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que certainement on va retenir la leçon de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient déjà de la transformation en cours, de l'innovation en cours avec la digitalisation, forcément vont continuer. Et on voit que quelque part, le fait d'être digital permet d'accélérer et de réagir beaucoup plus vite. Donc forcément, il va y avoir un reste. Maintenant, il faut être conscient, beaucoup d'entreprises vont aussi oublier assez vite comment elles ont fonctionné. Voilà. Et donc il y a un vrai sujet pour l'avenir. Déjà, la crise n'est pas terminée. On ne sait jamais si ça peut revenir ou pas. Et d'autre part, voilà, donc toutes les améliorations qui ont été apportées ou les facilitations apportées par les administrations petit à petit vont tomber. Et maintenant, les entreprises doivent prendre le relais et par contre conserver les atouts qu'elles auraient développés pendant cette crise, en termes de digitalisation notamment. Merci beaucoup. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette période de crise où on s'est concentré, j'allais dire, sur l'essentiel, hein, s'approvisionner, livrer ses clients, etc., est-ce qu'on n'a pas perdu de vue les perspectives, j'allais dire, à très court terme, comme le Brexit, qui vont bientôt, si on en croit la presse, arriver? Alors, tout à fait. Il faut dire que même avant, le Brexit, c'est un sujet qui va et qui vient régulièrement. Donc, il y a eu des doutes, forcément, dans le temps. Par contre, quand on parle d'import-export, il est évident que le prochain sujet, ça va être le Brexit. Alors, le Brexit, il a déjà eu lieu, hein, puisque légalement, le Royaume-Uni a déjà quitté l'Union européenne.
depuis le 1er février 2020, le Brexit, enfin le UK n'est plus, le Royaume-Uni n'est plus en fait membre de l'Union. On est en période de transition jusqu'en fin d'année et les Britanniques ont été très clairs. Il n'y aura pas de prolongation de la transition. Et donc, les entreprises, malheureusement, beaucoup d'entreprises ne perçoivent pas l'importance du sujet, mais toutes les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni doivent se poser la question de leur organisation. On est certain aujourd'hui qu'à compter du 1er janvier 2021, il faudra passer une frontière, il faudra faire de la déclaration en douane à l'import, à l'export du côté Europe. Et alors, comme les Britanniques, c'est surprenant, mais ne sont pas totalement prêts, c'est pourtant eux qui ont demandé, mais bon, comme ils ne sont pas totalement prêts, ils ont décidé de déployer l'import chez eux en plusieurs phases, en 3 phases, jusqu'en juillet l'année prochaine, le temps de préparer leurs frontières et leurs points de contrôle, ce qui est un peu surprenant, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, nous, côté Europe, on sait que c'est 1er janvier, c'est la grande date. Et côté britannique, ça va se faire en 3 étapes, avec les déclarations de janvier, enfin les marchandises qui rentreraient en janvier, avec une obligation de déposer une déclaration en douane au plus tard dans les 6 mois. Voilà, mais il reste des obligations. Il faut voir autre chose, qu'il y a le Free Trade Agreement, qui est en cours de négociation. Alors il va impacter les chargeurs, bien évidemment. Maintenant, si on parle de logistique et de déclaration en douane, le Free Trade Agreement, qu'il y en ait un ou pas, ça ne change rien. Le camion va passer une frontière. Ça, il faut se le dire. Autant depuis 3 ans, il y avait des doutes. Ils partent pas. Là, si je peux dire un message, c'est ils sont partis. Et le 1er janvier l'année prochaine, il y a des déclarations en douane. Voilà. Et on parlait de vente départ tout à l'heure. François parlait de vente départ, et qui est effectivement appréciée en Europe. La vente départ, c'est plus possible. C'est plus possible, puisque le Britannique ne pourra pas faire un export en France. En plus, ils seront pays tiers et il y a une nouvelle règle sur l'exportateur. Mais voilà, donc, sauf cas exceptionnel, ils ne pourront plus faire la déclaration export côté européen. Donc il y a un vrai enjeu Brexit. Voilà. Et vraiment, j'enjoins les entreprises qui écoutent à se préparer au Brexit, même si le Covid est important. Il faut vraiment se préparer à la frontière qui va arriver le 1er janvier 2021. Voilà, et contacter, soit vous faites vous-même vos opérations, soit vous contactez des professionnels, mais il ne faut pas tarder à le faire. Si vous permettez, je rajoute un point sur ce Brexit, c'est que à l'époque, je me disais, de toute façon, ça va, la Grande-Bretagne va devenir comme la Norvège ou la Suisse, un pays extérieur. Mais en fait, ce qui est très différent, c'est qu'on s'est aperçu, en particulier dans le Nord, que 80% des entreprises qui font du commerce avec la Grande-Bretagne ne font du commerce qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Donc c'est des gars, ils n'ont aucune habitude des procédures de douane, des procédures de déclaration, etc., etc. D'autre part, beaucoup, ils expédient leurs produits, ils font la facture de France et ils reçoivent les sous en France. Demain, il leur faudra un représentant sur place pour faire tout ça. Donc, pour beaucoup d'entreprises petites et moyennes, le Brexit, ça va être un vrai changement de culture. Les entreprises qui sont habituées à exporter, importer, ça leur fera des contraintes de plus, mais enfin, pas plus que dans les autres pays du monde, si je peux dire. Merci beaucoup. Monsieur Touard, une question que je me posais, qui a été posée d'ailleurs avant la conférence, c'était de se dire que durant la crise du Covid, la réglementation douanière a été, comme vous l'avez dit, très assouplie dans les secteurs qui intéressaient l'économie nationale. Est-ce que vous pensez que cette évolution de l'assouplissement des règles, de la confiance a priori vis-à-vis des acteurs, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être durable et est-ce qu'elle est souhaitable? Alors, dans le cadre de la négociation de manière générale avec le Royaume-Uni et dans le cadre de nos règles européennes, les règles européennes ne changeront pas. Ça, c'est très très clair. Donc, en fait, même s'il y a du assouplissement également poussé par les États et par la Commission, ce sont des assouplissements période Covid qui vont disparaître. Et les règles, le Code des douanes de l'Union, il est relativement récent, il va s'appliquer pleinement. C'est pour ça que même quand les Britanniques disent qu'ils se donnent un délai de 6 mois, y compris, je ne l'ai pas dit, mais il y a une déclaration quand on traverse de sûreté-sécurité à faire. Et comme ils ont dit, on la reporte, elle sera à faire à partir de juillet 2021. A priori, côté européen, la règle dit qu'il faut une déclaration de sûreté-sécurité
C'est pas parce que les Anglais, en leur propre autonomie, puisqu'ils ont une autonomie aujourd'hui, décident de plus la faire, que nous, on ne la fera plus, que nous, on ne la fera pas, en tout cas. Et voilà, du coup, non, l'Europe ne va pas assouplir les règles pour le Royaume-Uni, hein, ça c'est très clair. Il y a une question de Christian, ou un sujet. Je peux dire un mot là-dessus, parce que Olivier, en réponse à la question, parle du commerce. Oui. Depuis janvier, il y a une étude de l'OCDE qui est sortie ces jours-ci, qui montre que dans 61 pays qui travaillent de près ou de loin avec l'OCDE, le contrôle des investissements directs étrangers, c'est au contraire durci depuis 6 mois. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a assoupli la réglementation douanière pour des raisons d'intérêt national, parce qu'il fallait importer des masques, il fallait importer des médicaments, il fallait importer etc. Et dans le même temps, la France, comme les autres, est en train de durcir le contrôle des investissements directs étrangers au titre des secteurs dits stratégiques. Et vous avez un élargissement considérable des secteurs stratégiques aujourd'hui. Donc, il y a des formes insidieuses, y compris à l'intérieur de l'Europe, de protectionnisme qui devront appeler quand même, à mon avis, une réponse européenne, ou en tout cas une certaine coordination pour éviter qu'on s'enfonce un peu dans le nationalisme économique, là. Effectivement. On n'entend pas, Yves. Vous pensez donc, au travers de vos expériences, le monde de demain, ça sera le monde d'hier ou ça sera vraiment un nouveau monde basé sur toutes les expériences de ce qu'on a vécu durant cette crise du Covid? Qui veut bien répondre? Moi, je veux bien répondre. Je veux dire, il n'y a pas de grand soir. Hein. Il est évident que, comme on l'a dit, il y a des leçons qui vont être tirées d'un certain nombre de points qui étaient plutôt défectueux, mais il n'y a pas de grand soir. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà enclenchées. Donc, alors c'est vrai que sur le télétravail, sur le retour stratégique d'un certain nombre de données, je suis d'accord avec M. de Boissieu, ça sera quelques industries, hein, ça ne sera pas massif. Bon, on va avoir des améliorations. Hein. Si ça peut, si les entreprises françaises peuvent décider finalement qu'il vaut mieux travailler avec la France plutôt qu'avec les pays étrangers, ça sera pas mal aussi. Mais pour moi, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec l'achat français dans la grande distribution. Hein. Il y a une époque, quand vous mettiez un drapeau français sur un produit dans un rayon de grande distribution, ça n'intéressait personne. Bon, il a fallu 10-15 ans pour qu'aujourd'hui, l'acheter français soit une marque d'intérêt particulier que le consommateur accepte. Bon, ben ça sera pareil pour la logistique et nos opérations. La relocalisation, elle se fera dans certains domaines précis, dans des conditions particulières. Mais il ne faut pas attendre le grand saut. Merci beaucoup. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Monsieur de Boissieu? Non. Ah, il faut le son. Je vous entends pas. Je parlerai après Jocelyne. Ah, Jocelyne, je vous donne la parole. Non. Moi, j'assistais simplement sur le fait qu'on oublie vite, les humains oublient toujours, tant que ça n'a pas touché vraiment leur corps physiquement. Donc, ils vont oublier. Maintenant, ça n'empêche pas nous-mêmes et nos politiques de nous engager fortement dans le déploiement de tout ce qui est, notamment les outils comme l'intelligence artificielle. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes des nains. Et le problème d'être des nains, c'est que ça ouvre bien sûr la porte à ce qui s'est passé avec les masques, avec tout ce qui s'est passé en termes de recherche, par exemple, de curares. Donc aujourd'hui, il est essentiel de passer par ces étapes-là et d'y mettre tous nos efforts. Et d'y mettre nos efforts, donc bien sûr, le politique est important, l'économique aussi, et les citoyens que nous sommes doivent aussi être attentifs à ces grands challenges qui, certes, coûtent cher en termes de déploiement et d'investissement, mais qui sont un passage obligé si nous voulons rester à hauteur. Et heureusement que nous sommes l'Union européenne, parce que si nous raisonnons uniquement pays à pays, nous sommes tout petits, puisque beaucoup d'États sont devenus beaucoup plus puissants que nous si on reste au niveau uniquement national. Donc il faut se projeter dans cet avenir.
Monsieur de Boissieu, vous vouliez rajouter quelque chose? Quelques mots, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que ce n'est pas la révolution. Il y a quand même, à mon avis, des choses qui vont changer, même si aujourd'hui c'est très difficile d'anticiper exactement l'ampleur du changement. L'aérien va parvenir rapidement au niveau d'avant. Ce n'est pas par hasard que ce matin, Air France annonce le départ de 400 pilotes. 400 pilotes qui vont quitter de manière volontaire la compagnie. Ça veut dire que dans l'esprit d'Air France, dans 2-3 ans, l'aérien ne va pas retrouver le niveau de janvier ou de décembre dernier. Le tourisme, je l'ai dit, le tourisme va changer aussi un peu de nature, de contenu, même si les gens vont continuer à voyager, mais ça ne sera peut-être pas de la même façon. Les comportements de consommation, le confinement, chez certains, à mon avis, va peut-être changer les comportements de consommation de manière durable, même si on revient aux bonnes habitudes, etc. Donc, il y a des choses qui vont changer. Et puis, dernier point, ce n'était pas le sujet de cette table ronde, mais il y a quelque chose qui va changer, c'est qu'on va se retrouver in fine avec des dettes publiques et des dettes privées énormes. Et qu'il va falloir gérer ça. Et ça, même si la France n'était pas bon élève en matière de dette avant le corona, elle est encore moins bonne ou plus mauvaise avec le corona. Vous avez vu les chiffres qui sont prévus. Donc on laisse aux futures générations non seulement un problème de chômage des jeunes qui va rester important, parce que derrière le chômage global, il y a le chômage des jeunes. Je suis très inquiet des conditions de la rentrée. Moi, je suis prof d'université, Jocelyne, je m'intéresse aux étudiants. Je suis très inquiet des conditions de la rentrée de septembre pour les diplômés, les non-diplômés. Donc, la question du chômage des jeunes, la question du legs des dettes publiques, sans parler des dettes privées, ça va rester dans le paysage de manière durable, ça. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Je voudrais remercier nos intervenants pour leur prestation de qualité qui, j'espère, aura répondu à vos questions. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite tous une bonne fin d'après-midi et puis je vous dis à très bientôt dans les conférences import-export de la SITL. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.